Une vie, une œuvre, merci de nous écouter. Notre portrait d'aujourd'hui est consacré à l'écrivain Julien Gracq, 1910-2007. On dit de lui qu'il était le dernier grand seigneur de nos lettres. Cette aura, Gracq la conserve toujours auprès de ses lecteurs, qui se reconnaissent entre eux comme s'ils appartenaient à une société secrète, des initiés à qui ses livres ont fait sentir, au cours de longues journées de lecture, le plaisir d'un départ vers des régions étranges et merveilleuses. Et puis il est celui qui s'est retiré, qui a refusé les honneurs, qui ne parlait jamais de lui. Et cet éloignement du monde, cette rareté, cette posture un peu aristocratique, ont conféré à sa démarche une pureté plus grande, qui ont augmenté sa légende. Sur le plan littéraire, il a écrit à contre-courant, refusant aussi bien l'avant-garde du nouveau roman que l'existentialisme de Sartre. Il a tracé son propre chemin, ne s'embarrassant pas des codes traditionnels de la narration romanesque, mais ne cherchant pas non plus à s'en distinguer de manière ostentatoire. Julien Gracq, on le voit, était libre, mais cette liberté donne parfois l'impression de procéder d'une contrainte, comme si le retrait résultait aussi d'une impossibilité à se mêler totalement aux autres, leur préférant la nature ou des personnages idéotypiques. Comme si ces romans, merveilleux et lointains, représentaient pour lui une fuite hors d'un monde un peu trop terne, un peu trop triste. Nous revenons sur son parcours aujourd'hui et les grandes thématiques de son œuvre dans cette émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Nathalie Battus. Il y a chez lui un côté inengagé. Il s'est mis lui-même de côté, en quelque sorte. Et puis aide à cela un personnage de petit bourgeois provincial qui le rend effectivement, par certains côtés, indiscernable. Avec cette petite pointe d'acide ou de mystère que constitue son côté célibataire, endurci, à qui on prête forcément des aspects nocturnes, ténébreux, voilés, enfin voilà. Donc tout ça est favorable à la durée. C'était quelqu'un qui était tellement effacé, si j'ose dire, dans la rencontre que c'en était gênant et très intriguant. Ce qui m'étonnait quand je parlais avec Gracq, c'est comment ce petit monsieur âgé, moi je l'ai connu en 68, donc en 68 il avait 58 ans, c'est pas très âgé, mais je l'ai vu vieillir. Et comment ce petit monsieur sage, bien habillé, avait pu écrire des choses aussi violentes, d'un romantisme aussi exacerbé que le château d'Argol ou même qu'un beau ténébreux, et s'embarquer dans des aventures, une sorte de poème épique comme le Rivage des Sirtes. C'est la dualité de l'écrivain et de l'homme qui l'écrit. Il était très prudent. Jean-Louis Hésine. Avec, par exemple, vous savez, il détestait son visage. Donc il ne supportait pas les photographes. Et un jour, je me suis trouvé à le rencontrer. J'étais accompagné ce jour-là d'un photographe qui n'avait rien trouvé de mieux à Saint-Florent-le-Vieil que de lui apporter une bouteille de vin blanc, ce que je trouvais parfaitement grotesque. Parce que quoi, on amène une bouteille de vin blanc à sa cousine ou à son beau-frère, mais pas à Julien Gracq, quoi. Et là, ce jour-là, il m'a considérablement étonné. Alors j'avais prévenu le photographe que si c'était le fiasco pour lui, eh bien, il quitterait l'endroit tout de suite, ce dont je ne doutais pas, et puis j'entrerais seul. Parce que là, vraiment, il était très affirmatif, Julien Gracq, jamais d'image. Et puis, bizarrement, avec ce viatique d'une bouteille de blanc, ça a fonctionné. Il nous a accueillis tous les deux, ça m'a beaucoup surpris. Et il s'est mis à nous parler vin blanc parce que il fabriquait lui-même un petit vin là de Saint-Florent dont il était très fier. Il avait ce côté petit bourgeois de province. Il n'était pas un homme terne, il était un professeur probablement. Hubert Haddad. Qui laissait passer plein de mystères, mais qui était dans la réserve. Et cette réserve, il a tenu toute sa vie, même dans la littérature. Moi, je suis très intéressé par une chose qui est extrêmement bizarre, c'est que Gracq est traduit et adapté Penthesilée de Kleist, qui est une pièce absolument furieuse, qui est une pièce d'une violence absolument extraordinaire. Et l'idée que ce personnage doux et paisible, discret,
ait pu traduire une pièce d'une telle sauvagerie et d'une telle monstruosité, je trouve ça absolument incroyable. Pour moi, c'est une des plus belles pièces de théâtre que j'ai lues de ma vie. On est dans le mal et dans l'horreur absolue. Dans le jusqu'au boutisme, ça va extrêmement loin. Gracq adapte ça en poussant dans le sens de la fureur, du sang, d'ébauches de haine et de sentiments exacerbés. C'est tout à fait extraordinaire. Ce n'était pas quelqu'un qui commente l'idéologie en cours ou qui commente les événements de son temps, encore qu'il ait eu dans sa vie des passions connues. Les échecs. Les échecs, notamment, oui. Alors justement, il y a ce côté, vous voyez, on retrouve bien là cette cérébralité qui ne l'a jamais quitté, quoi, et qui le rendait donc plus que prudent dans l'exercice de l'entretien, Il adorait converser, mais n'aimant pas que ses propos soient reproduits, n'aimant pas que son visage soit reproduit. Au fond, ce qui fiche tout en l'air, c'est simplement la chose d'être en vie, quoi, d'être en vie et d'avoir à négocier ça en permanence avec le reste du monde. Situation tout à fait impossible. Je suis sûr que c'est ce terrible hiatus qui a fait de lui un écrivain. Le jeu d'échecs est une chose qui a tenu beaucoup de place pour moi dans la vie, probablement beaucoup trop, parce que c'est une passion, d'une certaine manière. Oui, c'est une passion. J'ai lu beaucoup sur les échecs, j'ai une bibliothèque. Même, je suis un lecteur de parties d'échecs plutôt qu'un joueur, parce que je ne suis pas doué du tout pour jouer. Il y a certaines qualités qui me manquent, en particulier l'imagination visuelle des coups, qui est très importante. C'est par là que ça me passionne. C'est quelque chose qui oscille entre l'approche scientifique, parce que tout de même c'est un jeu qui a pour base le raisonnement, mais qui a aussi incontestablement un caractère, disons, artistique. Enfin, les Russes d'ailleurs, qui sont les grands maîtres du jeu en ce moment, parlent de la création échiquienne de leurs grands joueurs, enfin Botvinnik ou autres. Oui. C'est nettement du côté alors de l'art, des beaux-arts. Julien Gracq, le père de Julien Gracq est un commerçant. Il vend des draps, il vend tout avec sa voiture à cheval. Il fait les marchés et sur les bords de la Loire, entre Angers et Cholet. Il connaît tout le monde et il fait construire une assez grosse maison. Donc il a une certaine aisance, il paye des études très très convenables à son fils. Son fils n'aura pas l'idée, tant que son père sera vivant, de passer ses vacances ailleurs qu'à Saint-Florent, ou à peu près. Donc c'est un milieu familial relativement aisé. Gracq vivra très très longtemps avec sa mère, auprès de sa mère à Saint-Florent. Et auprès de sa sœur à Saint-Florent, donc il aura une vie familiale, et la plupart des grands voyages que fait Gracq en France, c'est avec sa sœur Suzanne, et dans la 2 chevaux qu'il a acheté. La forme d'une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d'un mortel. Mais avant de le laisser derrière elle, en proie à ses souvenirs, saisie qu'elle est, comme le sont toutes les villes, par le vertige de métamorphose qui est la marque de la seconde moitié de notre siècle, il arrive plus d'une fois que ce cœur, elle est changé à sa manière, rien qu'en le soumettant tout neuf encore à son climat et à son paysage, en imposant à ses perspectives intimes comme à ses songeries le canois de ses rues, de ses boulevards et de ses parcs. Il n'est pas nécessaire, il est sans doute même de médiocres conséquences, qu'on l'ait vraiment habité. Alors Gracq a raconté dans La forme d'une ville ses années d'internat à Nantes, entre 11 et 18 ans. Ce sont des années de solitude, Bernilde de Boyer. C'était, avec la guerre, sûrement la période de sa vie qui l'a le plus impressionné et qui fait partie tout à fait de son écriture. Il était enfermé, il y avait l'ordre, la discipline. C'est là qu'il a commencé à rêver. C'est là que son imagination s'est formée. Elle s'est formée à partir de fragments de réalité
qu'il pouvait apercevoir dans une promenade dehors ou à travers la fenêtre et la ville de Nantes, il l'a entièrement rêvé. Bien entendu, il était dans un retrait. Hubert Haddad. Et ce retrait était plein d'échos, plein de lectures. C'est à Nantes, dans l'internat, qu'il a découvert Julien Sorel, qu'il a découvert Stendhal, qu'il a lu et relu Rimbaud, qu'il s'est éveillé à un monde de liberté absolue, violente. Et plus on est dans l'abandon de la solitude, l'abandon suprême de l'irréalité, qu'est la solitude, et plus on nourrit des rêves de départ et d'aventure. Presque en haut du versant, au bord de la route, on avait ménagé sur la pente un petit terre-plein garni de 2 bancs. De là, le regard effleurait le sommet du versant d'en face, un peu moins élevé. On voyait les bois courir jusqu'à l'horizon, rêches et hercés comme une peau de loup, vaste comme un ciel d'orage. À ses pieds, on avait la Meuse étroite et molle, engluée sur ses fonds par la distance, et Moriarmé terré au creux de l'énorme conque des forêts, comme le fourmilion au fond de son entonnoir. La ville était faite de 3 rues convexes qui suivaient le cintre du méandre et couraient étagées au-dessus de la Meuse, à la manière des courbes de niveau. Entre la rue la plus basse et la rivière, un pâté de maisons avait sauté, laissant un carré vide que rayait sous le ciel oblique un stylet sec de cadran solaire, la place de l'église. Le paysage tout entier lisible, avec ses amples masses d'ombre et sa coulée de prairies nues, avait une clarté sèche et militaire, une beauté presque géodésique. Ces pays de l'Est sont nés pour la guerre, pensa Grange. Ils n'avaient manœuvré que dans l'Ouest confus, où même les arbres n'étaient jamais tout à fait en boule, ni tout à fait en pinceau. Je n'aime pas, je crois que je fais rarement, je n'aime pas décrire un paysage pour un paysage. Et de même, quand je commence un roman, il est très difficile de savoir si c'est un certain paysage qui est à l'origine ou un certain personnage. En réalité, les choses naissent ensemble, enfin le projet naît plus complet, c'est-à-dire le personnage et le lieu viennent ensemble. Les deux, pour moi, inséparables. Voilà ce que je voulais ajouter à propos de ces paysages, parce que très souvent, on me dit, je ne refuse pas, c'est flatteur, que je suis un écrivain de paysages. Je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. En tout cas, ce n'est pas une chose, une activité qui serait suffisante pour moi. Enfin, le paysage décrit pour lui-même. La géographie, c'est l'un des fils rouges. Jean-Louis Tissier. Alors, il commence sa formation d'étudiant, un étudiant normalien qui est repéré par ses maîtres, qui est poussé par ses maîtres. Quand la géographie, disons, après la guerre, devient une géographie plus économique, ça l'intéresse moins. Et à ce moment-là, il y a le basculement vers la littérature. Il fait ses études à Nantes, ses études secondaires à Nantes. Il revient en Bretagne avec son premier poste à Quimper. Et donc, après, on pourrait dire qu'il glisse un peu du sud de la Loire vers le nord de la Loire. Et ça restera un moment important, même si sa résidence secondaire, c'était en Vendée, à Sion-l'Océan. Et il vous a parlé de sa région ? Oui, il en a parlé, la région de ce petit canton, dit-il, des Mauges. Et surtout, ce qui est le cœur pour moi de la géographie, de la géographie, je m'excuse, c'est la vallée de l'Èvre, des eaux étroites. Tous les paysages qu'il décrit, tous les fragments, etc., sont Bernil de Boieux montrent le contact heureux que l'écrivain a avec le monde. Il lui suffit de se promener sur une plage pour que le monde devienne entièrement magique. Dans un balcon en forêt, prenons le balcon en forêt, toute la partie de la vraie vie, si vous voulez, est une vie dans la forêt. Il y a à côté de la guerre une vie tout à fait heureuse devant le danger et devant un horizon où l'orage est en train de monter. Mais derrière cet écran, ou derrière cet horizon, il y a dans le balcon en forêt des moments de vie entièrement
sensuel, en accord avec la nature, le paysage. Et puis Monin est un exemple tout à fait... Donc la fille que le narrateur Grange rencontre. C'est la plante humaine, c'est peut-être l'incarnation, dans l'œuvre grecque, l'incarnation la plus parfaite de la plante humaine. Il adorait le commentaire de cartes. Il m'a confié qu'il aurait aimé tapisser l'une de ses pièces avec l'assemblage des cartes géologiques du massif armoricain, qui sont très belles. Et vous savez ce qu'il trouvait, ce qu'il cherchait, ce qu'il regardait dans ces cartes? Il cherchait à comprendre les formes du terrain, le pli. Il parlait du pli du terrain. Et il trouvait que nos civilisations s'éloignaient un peu du pli du terrain par des tunnels, par des viaducs, par le TGV. Il pratiquait une géographie où le monde est encore un peu un monde enchanté et en solitaire, en quelque sorte, même s'il a fait des excursions de géographie comme tous les géographes dans son cursus. Il continuait, une fois qu'il a abandonné ce projet de thèse, il a continué à pratiquer la géographie à laquelle il avait été formé, en marchant, décrivant. Et c'est sa pente, comme il dit, sa pente. La nature, c'est la pureté? Non, la nature, c'est une possibilité de se sentir pleinement complet, de se sentir vivante. C'est la sève qui monte de la terre. J'avoue que une des choses qui font que je n'écris pas très souvent des romans, c'est le besoin que j'ai d'adhérer complètement à un sujet, de me passionner pour lui. C'est presque aussi rare de trouver un sujet où réellement je sens que je suis à mon affaire que, mon Dieu, disons qu'il est quand même assez rare de tomber amoureux. Ça, c'est un peu, si vous voulez, du même ordre de fréquence. Pour moi, ça se produit pas très souvent. Et s'il n'y a pas cette adhésion complète, cette attirance d'un sujet où on sent vraiment qu'on sera à son affaire, qu'on est disposé, qu'on a envie de le mener jusqu'au bout, le déclenchement ne se produit pas et alors je n'ai pas envie d'écrire un roman. C'est une chose qui ne m'est arrivée que 4 ou 5 fois. Mais il y a toujours eu de longues périodes, des années, pratiquement de vide. Et alors je suis très attiré par la forme courte. J'aimerais beaucoup mieux, d'une certaine façon, un travail qui puisse se faire par tranches. Enfin, il ne s'agit pas de tranches, bien entendu, c'est une façon de parler qui est un peu prosaïque pour les poèmes. Mais enfin, le poème se fait dans un certain nombre d'heures. On peut penser qu'il se fait dans une journée, pour l'essentiel, ou une après-midi. Enfin, tout ça est très capricieux. Et alors, ça donne tout de même une impression de repos. Parce que tant qu'on écrit un roman, on a en même temps l'esprit préoccupé. J'ai toujours eu, pour moi, cette impression de n'être pas tout à fait libre ou disponible. Enfin, il y a une sorte de rumination, malgré tout, qui se prolonge. Et je suis toujours assez content de mettre le point final. Il y a une impression de libération, même qui est assez sympathique, qui est très agréable même. En 1937, Gracq devait partir en URSS pour étudier les fleuves de Crimée. Et il n'obtient pas de visa. Dominique Perrin. Et il se retrouve donc en vacances, sans S, en vacances d'occupation. Et à l'été 1937, donc, il réitère plusieurs fois son témoignage sans y avoir réfléchi plus de 2 heures auparavant. Il se met à écrire et il écrit sur le mode de la coulée, sur le mode du flux, les premières pages d'Au château d'Argol. Donc ça veut dire qu'il ne pensait pas être écrivain du tout. Il se trouve par hasard à écrire un roman comme ça, un été, à 27-28 ans, ce qui n'est pas très très jeune. On peut se dire c'est un mythe, c'est romantique, l'écriture lui tombe dessus, mais je crois que c'est vrai, qu'il n'a aucun projet préalable. Et en plus, ce qu'il écrit au château d'Argol, ça se trouve quand même en porte-à-faux complet avec les idées du Parti communiste sur ce que doit être l'art et le réalisme en art. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en 1937, que Gracq appartient encore au Parti communiste et qu'il a bien noté, à propos de cette première genèse de son œuvre et d'Au château d'Argol, il a bien noté à quel point la référence d'Au château d'Argol au roman noir anglais, au fantastique, etc., se trouvait en porte-à-faux avec les prescriptions contemporaines du Parti communiste sur ce que pouvait et ce que devait être l'art.
l'essentiel de ce qu'écrit Gracq entre Argol et Le Rivage des Syrtes, ça me paraît profondément marqué par le surréalisme et par le fait que Gracq est totalement imprégné des écrits de Breton qui sont la référence constante chez lui. Parce que Un balcon en forêt, par exemple, c'est assez réaliste. Il y a quand même beaucoup de textes qui sont assez réalistes, pour le coup, chez Gracq. C'est pas parce qu'un texte est réaliste que l'inspiration n'en est pas surréaliste. Le balcon en forêt est un livre sur, une fois de plus, sur des dormeurs éveillés quand même. C'est des gens qui se réfugient quelque part, hors du temps. Donc oui, c'est la drôle de guerre. Le contexte est beaucoup plus réaliste que Orsena dans le Rivage des Syrtes. Et puis c'est une expérience que Gracq a vécue lui-même. C'est un livre profondément onirique. Le balcon en forêt aussi, c'est un livre profondément onirique et profondément marqué par le surréalisme. Je ne suis pas sûr que Gracq aurait accepté que l'on dise cela, parce que quand on lui parlait du château d'Argol, il faisait des gestes du genre oui, enfin bon, c'est quand même, c'était un petit peu trop marqué par le surréalisme, mais c'était une imprégnation qui a été décisive toute sa vie. Le personnage de Julien Gracq, le personnage type, il a fait une fiche d'identité, c'est lui. Hubert Haddad. C'est absolument lui. On peut décliner chaque élément de cette fiche d'identité. Alors, quels sont ces éléments? Ces éléments, c'est il ne participe pas au jeu du monde. Il est célibataire. Il vit dans des zones frontalières, même si Gracq n'a guère quitté la rue de Grenelle et puis Saint-Florent-le-Viel. Mais c'est vraiment l'image et le souvenir qu'on peut avoir de Julien Gracq. Il s'est projeté dans tous ses personnages, dans tous ses protagonistes. Alors il bénéficie également, ces personnages, d'un modèle de voiture à propulsion secrète. Oui, ça, il l'avait dès l'enfance, à travers Jules Verne et toute cette littérature fantastique, un peu adolescente. Oui, ce véhicule à propulsion secrète, c'est la littérature. D'autres particularités de ces personnages qui seraient aussi, du coup, un portrait de Julien Gracq. Par exemple, je lis là que dans la fiche d'identité, ils sont de naissance inconnue, qu'ils appartiennent au quaternaire récent. En quoi c'est gracchien? Eh bien, les propositions qu'il donne dans sa fiche d'identité sont larges. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans le quaternaire récent. Donc, ce qu'il voulait dire par cette fiche d'identité, c'est qu'il ne croyait pas à l'identité. C'est qu'on participe aujourd'hui au monde, nous sommes des contemporains, et Julien Gracq invoquait un contemporain imaginaire pour incarner son imaginaire. Vous avez relu Dominique Rabourdin il n'y a pas si longtemps le Rivage des Syrtes. Quelles images ça a réactivé en vous? J'ai été extrêmement surpris de cette relecture, parce que naturellement j'avais oublié pas mal de choses. C'était un livre de Gracq que je mettais un petit peu de côté, comme si c'était un roman d'aventure et le moins surréaliste de ses livres. Et je crois avoir constaté que c'était un livre entièrement surréaliste, et je crois que c'est l'entreprise littéraire la plus aboutie, la plus ambitieuse et la plus aboutie de Gracq. Je pense que c'est son plus grand livre, et c'est alors que pendant très longtemps, pendant des années et des années, c'était le livre qui m'intéressait le moins, parce que j'y voyais une sorte de roman d'aventure, après tout, pourquoi pas, mais je préférais les autres romans de Gracq, et l'avoir pris le temps de relire celui-là m'a convaincu de sa gravité, de son importance, de sa beauté, et du fait que tout est tenu d'une manière absolument extraordinaire pendant les près de 400 pages, je crois, de ce livre. Je crois que c'est un chef-d'œuvre, et je pense que c'est le sommet de l'œuvre de Gracq, mais il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à cette conclusion. Vous avez une scène préférée? Parce que Julien Gracq disait qu'il ne fallait pas penser autrement qu'en scène et qu'en sentiment. Si vous me demandez si j'ai une scène préférée, oui, peut-être le grand moment du passage de la frontière et de la transgression, que je trouve extraordinaire. Mais moi, ce que j'aime, c'est tout le côté nocturne du livre, tout le côté secret, toutes les relations mystérieuses entre les personnages. Je veux dire, si je trouve ça intégralement surréaliste, c'est parce que
on est toujours dans la tentation de la transgression et dans l'appel de quelque chose de très confus, de très lointain, mais qui va vous entraîner alors extraordinairement loin. Je crois que ce qui est vraiment prégnant dans Au château d'Argol, Dominique Perrin, c'est le rapport à l'univers du roman noir anglais, qui naît à la fin du XVIIIe siècle et dans lequel il y a château, souterrain, épouvante dans la nuit, dans la forêt. c'est presque de l'heroic fantasy. Si vous voulez, d'ailleurs, Gracq ensuite a lu avec beaucoup d'intérêt les œuvres de Tolkien. Gracq dit volontiers qu'il y a deux manières d'entrer en littérature. Il y a des écrivains qui arrivent tout faits, avec une maturité qui est déjà là. Puis il y a des écrivains qui passent par une adolescence littéraire. Et c'est vrai qu'Au château d'Argol est absolument à part dans la production de Gracq, au sens où c'est un roman adolescent, mais qui a vraiment enthousiasmé des lecteurs en tant que tel. Je dois dire qu'il n'y a pas d'interprétation obligé à ce livre. On a pu l'interpréter d'ailleurs assez différemment. Et moi-même, en l'écrivant, je ne me préoccupais pas du tout, autant que je peux m'en souvenir, d'un récit cohérent, enfin bien mené. Pas du tout. En fait, d'ailleurs, l'unité du livre ou l'atmosphère, si vous voulez, qui pouvait y régner, avait beaucoup plus d'importance pour moi que les personnages pris individuellement. Le tout, dans un livre, en général, me paraît toujours beaucoup plus important ici que les parties. C'est-à-dire que l'intérêt de chaque personnage est absolument subordonné à l'atmosphère d'ensemble. Pour moi, les personnages ne se dégagent pas du livre. Et je pense d'ailleurs que mes personnages ne vivent pas, enfin, au sens où on dit qu'un personnage est vivant. Je ne le crois pas, je ne le souhaite même pas. Dans le sens, je souhaite qu'il reste pris dans la masse du livre. Le contemporain de Gracq, c'est André Breton. André Breton, il incarne, c'est le noveliste du XXe siècle qui prend conscience que le monde est présent et qu'on ne peut s'isoler et que s'il faut atteindre à une vérité métaphysique et poétique, c'est en prenant compte du monde, dans ses soubresauts, du monde qu'on doit affronter, de la réalité sociale. Julien Gracq lui-même, il a adhéré au Parti communiste, il n'a pas à ignorer le monde. Mais il a trouvé chez Breton, pas un maître. Julien Gracq n'a pas adhéré au surréalisme en tant que membre. Il a trouvé un homme, il a trouvé un contemporain, il a trouvé un alter ego, disons. C'est un désert, le monde. Souvent. Mais Breton m'a frappé d'abord, avant que je le connaisse, comme un grand poète. Il est d'abord pour moi un grand poète, un grand écrivain. C'est un personnage pour qui l'affectivité avait un rôle absolument prédominant. C'est un personnage sensible, Breton. Sensible jusqu'à l'irascibilité, d'ailleurs, et bien entendu, les deux choses vont ensemble. Et extrêmement préoccupé de traduire dans ce qu'il écrivait cette vibration. Je crois que c'était l'essentiel pour lui. C'était un homme qui était en état de vibration continuelle, enfin devant un spectacle poétique et même n'importe, un film courant. Breton est un personnage qui a une grande faculté de s'émouvoir, enfin rapidement et brusquement, devant une chose neuve, devant un personnage inconnu qu'il rencontrait. Il y avait là, chez lui, une grande disponibilité affective. Au fond, Dominique Perrin, pour Gracq, ce qui compte, c'est uniquement l'émotion. On a l'impression que ce qui n'est pas émotion, ça n'est pas intéressant pour lui. Oui, je crois que on peut dire ça parce que tout simplement il le dit lui-même. Il dit qu'il s'est très bien entendu avec Breton dès l'abord, bien plus qu'avec, par exemple, des gens comme Sartre, bien sûr. Et donc il écrit que pour lui, la littérature a à voir avec l'affectivité et c'est bien une façon de répondre, puisque pour lui, la littérature, c'est un petit peu tout ce qui compte dans la vie, je crois. Je crois que Gracq donne le sentiment de quelqu'un d'impassible, qui est du côté de la maîtrise. Et en même temps, si on regarde ses souvenirs d'enfance, par exemple dans La forme d'une ville, il raconte qu'il fait l'expérience d'émotions très intenses dont il ne sait pas quoi faire et qui coulent à fond en lui-même. Il parle par exemple de l'émotion très intense de matchs de rugby auxquels il assiste clandestinement. Et effectivement, je crois qu'il s'est demandé comment gérer cette émotion-là. Je me souviens d'avoir été voir Gracq après avoir lu les carnets du Grand Chemin. Dominique Rabourdin.
de lui avoir dit que j'avais été très très ému, très touché par l'émotion qui se dégageait de certaines pages quand il parlait des amis disparus, de ses parents, de gens qui n'étaient plus là. Je lui ai dit j'avais été extrêmement touché. Il m'a regardé, il m'a dit « Ah écoutez, vous faites bien de me mettre en garde, je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus. » L'orgie émotive, c'est quelque chose de désastreux pour lui. C'est ce dont il voudrait se garder. L'émotion est une orgie en soi, quoi. Lui voudrait être un monsieur sans émotion. C'est absolument l'apparence qu'il prenait à chaque fois qu'on le rencontrait. Et je pense même, c'est pourquoi je ne sais pas de quelle façon on va tourner son œuvre dans l'avenir, dans la postérité, mais je pense même qu'il a beaucoup refusé l'émotion à ses personnages. Voilà, et il était là dans une parfaite rétention. Il y a une certaine impuissance. Pas dans les romans, dans la vie, mais pas dans les romans. Je pense qu'il se défiait de l'émotion parce qu'il se défiait de la naïveté aussi. Là où je le goûte le mieux, moi, personnellement, c'est par exemple, en lisant, en écrivant. C'est-à-dire dans des commentaires, généralement très courts, où il a quelquefois une dimension géniale, qu'à mon avis, il s'est refusé comme romancier. Il y a une tension érotique profonde chez Gracq, dans Le Beau Ténébreux, dans son premier roman Au château d'Argol, dans certaines nouvelles de la presqu'île, qui me touche et qui m'émeut beaucoup et qui m'émeut d'autant plus qu'elle est masquée. Elle est masquée par André-Pierre de Mandiargue. Cette pellicule de politesse froide qui est aussi un des caractères du personnage de Julien Gracq, à ce qu'il m'a paru, dans la vie quotidienne. Autrefois, j'avais dit à Julien Gracq qu'il était fait pour écrire un livre érotique. Il avait souri et m'avait répondu, je crois que l'idée était sans doute bonne, mais qu'il ne la mettrait jamais à exécution. Cet érotisme sous-jacent est une des choses qui rendent troubles ces descriptions et qui rendent charmants ces romans. Le rapport corps-esprit chez Gracq, il passe par une thématique du désir qui est souvent là, pour les femmes, mais aussi pour l'ailleurs. Et on a l'impression que finalement le désir pour l'ailleurs est plus fort que le désir pour les femmes. Comment vous voyez ça, vous, Dominique Perrin ? Je pense qu'il y a vraiment un amalgame complet entre les deux choses. Didier Anzieux, qui est un psychanalyste de la littérature comme il en a peu existé, enfin qui était, a montré dans une analyse qui est vraiment fondée dans le domaine psychanalytique, qu'on pouvait imaginer que le rapport très heureux au monde naturel dans l'écriture de Gracq, c'est le rapport à la mère. C'est le rapport heureux d'un petit enfant au corps maternel. Et par ailleurs, je crois que Gracq a été très très discret sur ses relations avec Nora Mitrani, mais sans doute qu'il y a encore des enquêtes à mener sur le fait que c'est une femme qui a occupé énormément de place dans sa vie, et je pense qu'elle a inspiré Prose pour l'étrangère. Enfin, il y a vraiment des textes amoureux au sens lyrique le plus classique chez Gracq. Et puis je pense qu'elle a inspiré le roi Cophetua, avec ce personnage de servante qui ne parle jamais mais qui fascine le narrateur de la nouvelle. Le roi Cophetua a été écrit en 1968, qui est, je crois, l'année de la mort de Nora Mitrani. Qu'est-ce que c'est la vie sentimentale de Gracq ? Je viens de l'évoquer à mot couvert, et peut-être qu'il ne faut pas le faire plus parce que je crois qu'il n'a vraiment pas souhaité que ça se fasse. Mais je pense qu'il a eu une vie sentimentale, amoureuse, intense, avec Nora Mitrani, qui appartenait au groupe surréaliste et qui est morte très jeune d'un cancer, donc en 1968. Pourquoi ce refus absolu de parler de ça, de la part de Julien Gracq ? Sans doute que ça renvoie à une question de tempérament, de caractère, qui est augmentée de la réserve expresse posée par André Breton sur la dimension du privé. En tout cas, Gracq, exemplairement, oui, a refusé de parler de cet aspect de sa vie. Je ne sais pas s'il y a
beaucoup d'autres choses à en dire. Moi, je le trouve totalement exemplaire dans ce domaine parce que je ne pense pas que ça nous manque et que cette vie sentimentale qu'il a assurément eue, elle l'a inspiré dans son œuvre et je pense que c'est le principal. Les grandes vacances de Julien Gracq, c'est proprement, dans beaucoup d'écrits qu'on peut lire, c'est la vacance. Hubert Haddad. Mais c'est la vacance sur fond de guerre. Les vacances qui l'ont le plus marqué, c'est en 14-18. Il est né le 27 juillet 1910. En 14, il avait 4 ans. Il a jusqu'à donc 8-9 ans, il a connu comme ça, dans sa province, ce moment étrange qui est une apocalypse, là, quelque part, pas loin, dont on parle, au milieu des femmes, et dans les campagnes vacantes, et débarrassé des hommes. C'est magnifique pour un petit garçon d'être débarrassé des hommes. Mais ce climat comme ça, un orage au loin, et lui, dans les routes vacantes, ça c'est resté pour lui dans l'imagerie gracchienne, c'est resté très actif et on va retrouver ça dans tous ses récits. Gracq a suggéré que le bain émotionnel, justement, qu'il a pris pendant ces années, avait sans doute été fondateur pour lui, et ce bain consistait en une présence permanente de la mort. Il a des souvenirs très vifs de l'époque de la Toussaint. Il confie aussi qu'il a été heureux de voir la guerre se terminer parce que, somme toute, c'était une mise en retrait de l'enfance et du statut un peu privilégié qui aurait dû être le sien. Les adultes étaient beaucoup pris par leurs préoccupations. Il raconte que le maire passait sa vie sur les routes à aller prévenir les familles des décès qui intervenaient pour elle. Et en même temps, pour lui, c'est une période de grande excitation intellectuelle et affective, puisqu'il apprend à lire avec les nouvelles de la guerre dans l'illustration, qu'il y a des images et qui se passionne pour les batailles. Il confie sans réticence qu'il trouvait ça passionnant et qu'il ne se rendait pas forcément compte du caractère dramatique de tout ça. Alors, ça donne quoi ça comme rapport à la guerre, au fond ? Quelque chose de très ambivalent, de très fantasmatique, et je pense que ça fait partie de la richesse de Gracq comme intellectuel, d'avoir eu cette expérience fantasmatique de la guerre, parce qu'il se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire de condamner la guerre et de condamner les fantasmes qui se greffent dessus. Et puis je pense qu'il est sensible au fait que la guerre, c'est d'une certaine manière une façon de sortir de l'ennui pour une collectivité. Une façon terrible, sur laquelle en fait il porte un regard aussi critique qu'il peut l'être. Mais je crois que de temps en temps, par exemple quand il écrit Les Rivages des Syrtes et qu'il puise à ses sources affectives, et qu'il met en scène la guerre, en tout cas la promesse ou la menace de la guerre, il peut prêter à confusion parce que y a des lecteurs qui penseront qu'il fait l'apologie de cette sortie de l'ennui par le trouble guerrier. Et en fait, il y a bien sûr 2 positions. Il y a Gracq, sujet civil, qui porte un regard très froid là-dessus, très, très critique. Et puis il y a Gracq, écrivain, qui dit « Oui, mais il faut s'occuper de ce problème. La guerre, c'est fascinant, c'est captivant. » En lisant, en écrivant, Gracq parle de sa lecture d'une biographie d'Hitler par Joachim Fest. Joachim Fest, Hitler. Le seul mot vraiment expressif, mais il l'est, qu'il cite du Führer, est celui qu'il a prononcé en 1941, à la veille de l'invasion de la Russie. Il me semble que je vais pousser une porte sur une pièce obscure et encore jamais vue, sans savoir ce que je vais trouver derrière. La lecture de ces 2 tomes compacts ressuscite tout à coup si brutalement l'ancien cauchemar que je n'ai pu me résoudre à sortir ce soir pour aller au théâtre, comme j'en étais convenu. Je suis resté rencoigné chez moi, l'esprit flasque et frileux comme un linge mouillé, le cerveau assiégé du volettement des larves et des lémures. J'avais 20 ans quand l'ombre du Mancenillier commença de s'allonger sur nous. C'est cette année-là que le nazisme explosa et projeta d'un coup 110 députés au Reichstag.
la signification du fait, c'est bien rare, fut comprise et évaluée sur le champ et son aura immédiatement perceptible à presque tout le monde. La montée de l'orage dura 9 ans, un orage si intolérablement lent à crever, tellement pesant, tellement livide à la fois et tellement sombre, que les cervelles s'hébétaient animalement et qu'on pressentait qu'une telle nuée d'apocalypse ne pouvait plus se résoudre en grêle, mais seulement en pluie de sang et en pluie de crapauds. Vous pensez, Dominique Perrin, que s'il n'y avait pas cette atmosphère d'arrière, cette atmosphère de montée des périls, d'abord la Première Guerre mondiale, puis la crise de 29, puis l'arrivée d'Hitler, puis l'embrasement de l'Europe, il n'y aurait pas eu de Gracq écrivain? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il n'y aurait pas eu Gracq écrivain, non. Parce que je pense que Gracq s'est mis à écrire sous la pression d'un malaise très très profond chez lui, qui était un malaise d'échelle européenne. Il s'est mis à écrire sur le mode de la purgation à l'été 1937 parce qu'il se retrouvait sans occupation professionnelle. Et puis ensuite, je crois que en fait, tous ces romans vont puiser dans cette expérience affective. Et il a à chaque fois l'air de dire qu'il y a pour lui une coïncidence extraordinaire entre le sujet d'un balcon en forêt, qui est la drôle de guerre, et sa pente imaginaire à lui, au sens où elle serait innée, où elle précéderait l'ensemble de ses expériences et de ses expériences d'écriture notamment. Et il dit alors, la drôle de guerre, pour moi, c'était un sujet en or parce qu'elle coïncidait avec la situation imaginaire dans laquelle j'aime à me trouver. Et il le répète dans chacun de ses entretiens. Et évidemment que ce n'est pas une coïncidence. La drôle de guerre, c'est une image miniature de cette expérience de l'histoire qu'il a et qui est celle de la Première Guerre mondiale, mais plus encore, de façon plus marquante encore, celle de l'entre-deux-guerres et de la marche vers la Seconde Guerre mondiale. La guerre est une situation où les liens sont coupés. Les personnages sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de prévision, pas de projet, pas d'avenir construit, parce que c'est tout à fait inutile d'y songer. L'avenir se borne aux heures proches, enfin pratiquement on vit au jour le jour, très exactement. Il n'y a pas l'encombrement de la possession des choses dont on s'occupe, des biens. Et puis les liens de famille alors sont mis très nettement entre parenthèses. Et alors, il est évident que c'est une situation, alors en tant que telle, si vous voulez, les liens coupés, la rupture avec ce qui fait les préoccupations habituelles, enfin le train-train de la vie journalière, c'est une situation qui, si ce n'était le côté sinistre de la guerre, serait assez attirante. Il y a une disponibilité, une rupture des attaches, qui, pour moi, est une sorte peut-être de facilité, qui, naturellement, me parle assez à l'imagination. Donc il aime alors ces espèces de moments de tension, d'attente, d'ennui, d'aguet. Il aime ça, alors que bon, logiquement on n'aime pas ça. Il est fasciné et il a un compte à régler, je pense, sur un plan presque psychanalytique avec ce sentiment. Peut-être qu'on peut comprendre qu'il aime ça, puisque justement, je pense qu'une question que Gracq pose bien, c'est celle de l'ennui, celle du bonheur qui confine à l'ennui quand il ne se passe rien, quand la société se contente de fonctionner, de ronronner. Et justement, la guerre, c'est la sortie de ça. C'est le grand départ, on ne sait pas où on va. Mais c'est extraordinairement ambivalent, oui. Donc la guerre, c'est le voyage alors? Oui. Sur un plan vraiment strictement biographique, je crois que Gracq a dit que quand il a été mobilisé et quand il a vécu la drôle de guerre, il a eu un sentiment de délestage, de départ pour on ne savait où, qui était absolument incroyable. Et ça, comme par hasard, c'est la trame de ses romans. Comme il avait des diplômes, on l'envoie comme officier, comme lieutenant, sur le front, où là, il va se retrouver dans l'absurdité totale, avec des fusils, des grenades dans la sacoche, et on va lui dire ah, vas-y mon gars, défends ce territoire. Mais c'était un intellectuel, un poète, comme j'imagine qu'il est là le témoin de beaucoup de jeunes gens qui se sont retrouvés dans la même situation, avec une bande d'ivrognes qui était la troupe, quoi, dans un contexte
où l'héroïsme, on ne savait pas ce que c'était, on n'avait absolument pas, on n'était pas prêt à la guerre. La France n'était pas prête à la guerre. L'Allemagne n'avait que cette ambition depuis la défaite. Donc il y avait là un déséquilibre abyssal. C'est ça que Gracq essaye dans tous ses livres de remettre en activité, aussi bien dans le balcon forêt que dans le rivage des Cires. C'est au moment où tout est perdu, au moment où quelque chose de fabuleux se met en marche, où on est au bord de la disparition, eh bien, c'est plus la peur, c'est autre chose. On est là dans une espèce d'égarement métaphysique suprême où finalement quelque chose du bonheur ressurgit, d'une joie qui est celle du désassujettissement. Nous ne sommes pas au monde. Ce qui nous arrive est une illusion. Et plus rien n'a de prise. Il a fait son devoir, mais là, plus rien n'a de prise. Il est là. Et puis c'est presque un éclat de rire. La conclusion nécessaire de cette aventure intense-là, c'est qu'il est fait prisonnier. Il est interné dans un camp de prisonniers en Silésie. Et là, il fait des expériences importantes. D'autres épreuves du feu, il a faim, par exemple. Et puis il est privé de voyage. Il a des lignes extrêmement émouvantes sur le fait qu'il est dans son camp, qu'il regarde le paysage qui l'entoure et qu'il ne peut pas y aller. Donc tout ça prend un tour extrêmement désirable qui va ressortir ensuite dans le reste de l'œuvre. Mais il lui arrive quelque chose de positif, c'est qu'il est diagnostiqué comme tuberculeux. Et du coup, il est rapatrié parce que finalement, dans ces camps d'officiers, les prisonniers sont extrêmement bien traités par rapport à tous les autres camps qu'a connus la Seconde Guerre mondiale. Et il se retrouve rapatrié finalement avec retard à un moment où il ne présente plus aucun signe de maladie. Et c'est vrai que là s'ouvre une période qui est très énigmatique dans sa vie parce qu'il rentre en France et il va vivre sous l'occupation comme tant de Français, sans doute, dans une très grande distance, en fait, par rapport aux événements guerriers. Alors, une distance toute relative. Il explique qu'il lui était difficile, et voire peut-être impossible, je ne sais pas, en fait, de participer à la résistance, puisqu'il a démissionné du Parti communiste en 1939 et qu'il est à la fois fiché par l'État français comme ayant été communiste et en même temps repéré par les communistes comme étant démissionnaire. Donc, il vit sa vie. Il enseigne notamment à l'université, à Caen. Il est très sensible à tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire qu'il voit des gens qui sont déportés autour de lui. Et lui, il cultive son quant à soi. Je crois que c'est là que se développe la fameuse impassibilité gracchienne. Il sait qu'en tant qu'individu, il ne peut plus rien à ça. Il a essayé de se mobiliser avant. Il a milité au Parti communiste dans cette optique. Là, il laisse l'histoire se dérouler et il marche énormément. Il fait de la recherche géographique en Normandie et il écrit énormément. Et donc, c'est très, très paradoxal et je pense que c'est une période qu'on peut mal comprendre dans sa vie. Mais je crois qu'il faut bien noter que le désespoir, la quasi-folie, il l'a vécu avant parce que lui, il a vu arriver les choses. Et qu'une fois que la guerre est là, il fait avec, amor fati, la formule de Nietzsche. Il y a un trait de caractère de Gracq qui est très frappant, c'est son espèce de stoïcisme, le stoïcisme de Gracq. Gracq est vraiment un fataliste et un stoïcien, donc les événements étant ce qu'ils sont, il n'y a pas de révolte de sa part. Ou alors une révolte intérieure. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas de la révolte, c'est genre de fatalité. On fait avec, on se laisse entraîner par les événements dans la mesure où on n'a pas de prise sur eux. Et ça confine pas à la tristesse quand même ? Si, bien sûr, à la limite, c'est même plus que de la tristesse, ça peut être de l'accablement. Mais de la résignation, oui, il y a sûrement de la résignation. Il n'y a pas de révolte chez les personnages de Gracq. Les personnages d'Argol ne se révoltent pas. Les personnages du Beau Ténébreux ne se révoltent pas. L'aspirant Grange dans le balcon ne se révolte pas. Il va mourir tout seul.
Et alors dans le camp, on disait de lui, nous n'aimions pas du tout ce Gracq, le plus individualiste, le plus férocement anti-vichysois. Il passait là-dedans comme soutenu par son mépris, sans se laisser atteindre. Ce genre de phrases ont beaucoup influé sur la vision que le grand public a de Julien Gracq comme quelqu'un d'extrêmement distant et d'extrêmement élitiste. Quel est votre point de vue là-dessus, Dominique Rabourdin ? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Je veux dire, on ne lutte pas contre le destin, on ne se révolte pas, c'est comme ça. Cette pièce de théâtre, Le Roi Pêcheur, c'est vraiment l'expression même de toutes les rêveries et les aspirations de Gracq après Hubert Haddad. À travers Wagner et Chrétien de Troyes, enfin, et toute sa culture de breton, de bas breton. Mais évidemment, c'était un désastre. Pourtant, il y avait de bons acteurs, il y avait un bon metteur en scène, mais c'est une pièce injouable. Moi, je l'ai revue jouer quelques fois, ici et là. C'est une pièce injouable. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce à lire. Quand on la joue, tout l'aspect, toute la symbolique, il n'y a que ça qui apparaît, qui est au devant du texte. Et c'est désastreux. Mais quand on la lit, c'est magnifique. On la lit, on est heureux. Et donc, ces mauvaises critiques... Ces mauvaises critiques l'ont tellement... l'ont blessé, l'ont profondément blessé. On est un homme tout de même, on n'est pas insensible comme ça. Ça l'a blessé. Mais il s'en doutait un peu. Il a dit à un moment, comme ça, quand il allait voir les répétitions, qu'il y avait une machine là qui s'était mise en branle et qui voudrait tout arrêter, tout oublier de ce qui se passe là, parce qu'il sentait bien que ça n'allait pas, que ça collait pas, qu'on n'a pas trouvé le bon feeling pour cette pièce. Il faut trouver le bon feeling. On l'avait pas trouvé, on l'a toujours pas trouvé. Et alors, les Cantaires, ils l'ont démoli, vraiment démoli. Et il a écrit son pamphlet, mais son pamphlet ne s'adresse pas aux critiques théâtraux du théâtre, pas du tout. Ça s'adresse au monde littéraire. Il s'en est pris surtout à la critique universitaire. Mais aussi aux jeunes auteurs un peu trop lancés. Oui, au prix littéraire, à cette chose qui est le nom littéraire, qui n'a rien à voir avec la littérature. Les photographes arrivent. Tout le monde arrive. Et voici Raymond Queneau qui est accompagné de Gérard Boer. C'est Raymond Queneau qui doit donner les résultats. Raymond Queneau va parler. La parole à M. Queneau, au nom de l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, 3 décembre 1951, 100e anniversaire du journal des Goncourt, notre Académie a décerné son 49e prix au rivage des Syrtes de Julien Gracq par 6 voix au premier tour. Cherchant qui dévorait de Luc Estang a recueilli 3 voix, Madame 2 de Louise de Villemorin, 1 voix. Raymond Queneau, je voudrais vous demander, la radio française, de nous dire ce que vous pensez de l'attribution du prix et ce que vous pensez de la position de Julien Gracq. Et je n'ai rien à en penser, je n'ai pas à le savoir. Nous avons voté suivant nos convictions et nous n'avons pas à savoir. Il n'y a pas de candidat. Nous ignorons ce qu'un auteur peut penser de ce que nous faisons, de son livre. Enfin, nous avons choisi le meilleur à notre avis. Écoutez, quel est l'écrivain? Il y en a, mais ils sont rares qui n'a pas été décoré. Difficile en France. Qui n'a pas appartenu à aucune académie. Pas très facile en France non plus. Qui n'a pas été dans un comité de littérature ou un comité d'édition, qui ne marche pas au comité d'une revue. Bernil de Boieux. C'est un écrivain qui est totalement en dehors de la République des lettres. Ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de la littérature contemporaine, mais il est en dehors des institutions. Et ça, il a été... Avec la littérature à l'estomac, il a une fois pour tout établi cette position. D'ailleurs, la littérature à l'estomac ne l'a pas sauvé, puisque
On lui a dit donner malgré tout le prix Goncourt pour le rivage des Syrtes. Et quand tout ça a été terminé, il a fait un texte qui est extrêmement beau, qui se termine qu'un écrivain devait avoir le droit de choisir la voie par laquelle il veut aller vers son public, et que c'était un abus de pouvoir, et il a raison. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut aussi dire pour la biographie. Il a quand même le droit de donner de sa biographie au public ce qu'il veut en donner. Donc il y a eu cette histoire qui n'a pas peu fait pour sa légende. Il l'a lancée en quelque sorte. Et constamment revient Jean-Louis Hésine dans son parcours des malentendus de cette nature-là. Mais les malentendus sont très utiles aux écrivains, la littérature étant au fond l'art le plus ambigu qui soit. Donc ce que je vois chez Julien Gracq, par quoi il est protégé, c'est justement son ambiguïté. Et la République des Lettres, finalement, est allée le voir pendant des années et des années, en fait. Bah oui, à son grand régal, de cette République qu'il vomissait théoriquement, elle ne lui était pas si hostile, enfin. Bon. Dominique Rabourdin. Il y a un changement radical dans les thèmes et dans l'écriture. Et ça, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. On peut simplement constater qu'après les dernières tentatives romanesques, le fameux livre qui a été inachevé, qui n'a pas été abouti, qui s'appelle La Route, il y a renoncement progressif à cette forme d'écriture, et il n'y a plus que l'écriture de fragments. Et le personnage change. On a toujours fait de Gracq une peinture un peu hautaine, quelqu'un de retiré, le dernier veilleur de Bretagne, le menhir, ou je sais pas, des choses de ce genre. Un certain nombre de gens ont écrit des livres entiers sur le visiteur du bord de Loire, ou les dîners du bord de Loire. C'est très exagéré. En fait, il y a eu une modestie de plus en plus grande dans l'écriture et dans la personnalité. Gracq est quelqu'un d'extraordinairement orgueilleux quand il refuse le prix Goncourt pour un livre comme Le Rivage des Syrtes, qui est un livre extraordinairement ambitieux et orgueilleux. Il est un personnage qui a une certaine stature, et au fur et à mesure qu'il se retire sur lui-même, il devient beaucoup plus accessible et beaucoup plus accueillant, beaucoup plus secret, beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus attentif aux autres. Pour moi, il y a quelque chose de très pascalien chez Gracq. Et c'est vrai que dans ses romans, souvent, à la fin, il faut laisser la place au face-à-face avec la mort. Ce que Gracq a la volonté de transmettre dans ces textes qui sont pour moi les plus réussis, je pense aussi beaucoup à certains textes de Liberté Grande. Ce qu'il a la volonté de transmettre, c'est le sentiment du cosmique. Et le fait que, vous voyez, pour revenir à la question de l'individualisme, l'individu, c'est un petit bout de l'existence collective, et qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui s'appelle le vivant, qui s'appelle l'univers, qui perdure autour de nous, et que c'est à ça qu'on revient. Donc on quitte bien le corps, mais on quitte bien aussi l'esprit. C'est une cosmologie ? Oui, il y a une cosmologie gracchienne. Et Gracq s'y relie par l'écriture, parce que par l'écriture, il se relie à quelque chose qui le dépasse. Il a travaillé jusqu'à la fin ? Il y a eu des étapes. Il travaillait régulièrement. Il me disait, à un moment, qu'il ne travaillait plus le soir parce que ça pouvait l'entraîner trop loin. Et il était âgé, donc c'était de la fatigue. Et puis, il y a un moment où, tout en continuant à écrire, il disait qu'il avait renoncé à publier. Donc, on savait qu'il continuait à écrire des pages dans ses cahiers, mais il avait décidé, après les carnets du Grand Chemin, il avait décidé de ne plus publier de textes. C'était un de ses sujets de conversation, c'est la crainte de ne plus avoir les moyens intellectuels
et l'agilité de l'esprit qui lui permettait d'écrire. En particulier, il était très inquiet de ne plus avoir la mémoire des mots, de ne plus pouvoir retrouver les mots dont il avait besoin pour écrire. Et ça, c'était une véritable inquiétude chez lui, de ne plus être à la hauteur de ce qu'il avait été et de ce qu'il voulait être.